Bienvenue dans ma petite entreprise avec Charlotte. Bonjour Paul. Bonjour Eric. Bonjour Samir. Bonjour Samir. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ça Elle va? a l'air toute timide. Ouais. Ouais. Non, ça va. Alors qu'on la connaît danseuse sur les tables. Ouais. C'est ça. Ça Ouais. dépend à quelle heure. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir fait le déplacement depuis ta ville lointaine de Toulon. Oui. Très exotique. Hein. On passe la frontière quand même, il faut le savoir. Hein. Ouais. On passe la frontière des Bouches-du-Rhône. Ça n'a pas été trop pénible de venir? Ça va. Pas de contrôle. Je suis sortie. Au péage de la Ciotat, c'est bon? C'est passé. Charlotte, tu es venue pour nous parler de toi. Enfin, en fait, tu es venue parce qu'on t'a invité déjà. C'est ça. Parce qu'on a estimé que tu étais une personne inspirante. Et on voudrait que tu inspires à ton tour et que tu expires C'est fait. auprès de tous les téléspectateurs et spectateurs, actrices et autres qui nous écoutent, Ouais. afin de susciter des vocations, de faire réfléchir et de rendre ce monde meilleur. C'est un beau programme. Pas mal. On t'a choisi parce que avec Eric, on a trouvé que tu avais un parcours très intéressant et une manière de faire propre à toi, une manière de diriger ton entreprise. Tu vas nous en parler. Propre à toi et on a appris à midi d'ailleurs encore plus propre à toi avec des belles anecdotes. On va essayer de retracer ça durant cette heure. On est parti pour 1 heure d'enregistrement. Première question, ça sera pour Eric. C'est vrai? Non, Laisse tu la veux pas? question? Ouais, j'y vais. Bon alors, ton parcours. Comment t'es devenue entrepreneuse? Ça commence où? C'est la question facile en fait, parce qu'on Ouais. fait la même à chaque fois. Ouais. Alors, mon parcours. Eh bien, il n'était vraiment pas écrit que j'allais entreprendre. C'était à la base pas du tout une vocation. Pourquoi? Déjà, j'avais un papa entrepreneur. Et pour moi, entreprendre, c'était vraiment mettre sa vie personnelle entre parenthèses. Une sorte de surengagement, des difficultés à avoir une vie de famille équilibrée, pleinement investie. Et alors, ça part de l'époque où j'ai 25 ans. Moi, j'ai eu la chance d'être diplômée très jeune. J'ai fait Schema, une école de commerce dans le sud. J'ai fini mon école de commerce vers 20 ans. Et je travaille à l'époque dans des grands groupes internationaux, ADS, Gemalto, grand groupe de la région. De la tech? De la tech. Et en 2002, je suis enceinte de mon premier enfant. Et il va arriver que dès 5 mois de grossesse, en fait, je vais avoir un problème médical qui m'amène à me retrouver allongée chez moi. D'abord hospitalisée, puis allongée chez moi. Et cette parenthèse de ces quelques mois, on va dire, avant la naissance de mon enfant, puis sa naissance, vont m'amener à prendre un énorme recul sur ce que je fais dans la vie. Et j'ai une prise de conscience à l'époque sur le fait que ce que je fais est tout tracé, mais finalement ne me correspond pas tant que ça. Et je décide à ce moment-là de créer ce qui m'a manqué pendant ces quelques mois à domicile allongé, c'est-à-dire un site e-commerce de produits pour bébés, où on puisse préparer à distance la chambre, la liste de naissance, les cadeaux. Ça n'existe pas, hein? À l'époque, ça n'existe pas. On est en 2002. Voilà, hein, 2002, on on imagine. a encore Ouais. le modem ADSL là, C'est ça, là, celui qui fait grésille, bing, voilà, bing. qui Ouais. plante Tu de fais temps en super temps. bien la Ah ouais, non, mais je l'ai tellement vécu. Voilà, il n'y a que 2-3 sites, on va dire, à peu près opérationnels à l'époque. Mm. Et je décide de créer Berceau Magique. Du coup, depuis ma petite maison, je quitte du coup mon emploi salarié. J'ai la chance d'être accompagnée à l'époque par un beau plan social, donc d'être un peu aidée par mon employeur et par Pôle emploi, hein, qui est quand même le premier sponsor des entrepreneurs aujourd'hui. Heureusement, c'est quand même Une chance. une chance qu'on ne peut... Dans notre pays, c'est En vraiment une France, chance. Ouais. Il faut quand même le voir comme ça. Et voilà, donc je vais passer 8-9 mois à peaufiner mon projet. Et puis, en 2003, arrive le site Berceau Magique. Voilà. Donc là, tu es chez toi, tes produits arrivent chez toi. Alors, au tout début, je suis en pépinière d'entreprise du côté d'Aubagne. J'obtiens un petit prêt d'honneur, 5 000 €, parce que je commence avec vraiment très peu de moyens. Je commence en pépinière et puis peu de temps après, je vais arriver à Toulon pour un suivi de conjoint à l'époque. Et petit à petit, l'entreprise va grandir à grand renfort de stagiaires, de CDD, de différents types d'emplois. En quelques mots, c'est quoi, pour qu'on se rende compte de la croissance d'entreprise en 20 ans, tu as des étapes clés?
Écoute, les étapes clés, oui, 2003, la création, enfin le lancement de la société septembre 2003, avril 2004, le site est en ligne. Et on va monter au maximum en 2021. On est monté à 9,5 millions de chiffre d'affaires. Donc, je ne vais pas te redonner le chiffre d'affaires de chaque année, mais ça a été vraiment une croissance progressive. Moi, j'ai fait le choix de rester indépendante dans mon financement. D'accord. Donc, ne jamais lever de fonds. Même pas pour du BFR. BFR négatif en e-commerce, hein. On est payé d'avance. Ah oui, Pas ouais. de... Ça, tu connais pas, toi, non, en moi, je suis payé industriel. par l'État. C'est l'inverse. Ah oui, c'est T'es conditionné par ton côté industriel, mais dans le commerce et dans la distrie. Ça aide vachement, n'empêche, pour le développement. Ça aide beaucoup, puisqu'encore une fois, j'ai ouais. commencé avec 10-15 000 euros, quoi, maximum. Pour créer le site, et après, c'est les ressources humaines, quoi. Pour faire créer le site, au début, c'est moi, mes petites mains, pour mettre des produits, enfin, choisir des produits, trouver des fournisseurs, mettre des produits en ligne, récupérer quelques cartons, expédier les produits vendus. Et parce que c'est ça, tu recevais chez toi pour réexpédier derrière ? Oui, au et début. ça a toujours été sur un Ça a modèle, toujours été comme ça, d'accord. C'était comme ça. J'avais bien cherché une plateforme logistique pour traiter ça, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et oui. L'externalisation logistique était encore un concept pas développé. Oui, c'est clair. Donc en fait, tu pars du principe qu'il y a un manque sur un marché et tu crées le besoin. Je pars vraiment du principe que ce que j'ai vécu, je ne dois pas être la seule future maman à vivre ça, et puis que je le vis au moment de cette grossesse un peu compliquée. Je le vis quand je prépare le baptême de mon enfant, où je ne trouve pas des choses sympas en province, là, dans ma région. Donc, je me dis là aussi un besoin. Et puis, au fur et à mesure de la croissance de mon premier enfant, je me rends compte qu'il y a des nécessités. Et puis, oui, je suis vraiment partie de moi. Comme beaucoup d'entrepreneurs, ça part souvent d'un besoin personnel. Donc là, on est, j'ai envie de dire, dans une création. Et quelles sont les étapes dans la croissance qui, à la fois, étaient les plus belles et les plus dures ? Si tu peux nous en dire. Alors, les grandes étapes, si je devais résumer, je dirais déjà l'étape de la première embauche. Je pense que celle-là, c'est quand même une étape marquante parce que c'est vraiment très engageant. J'avais vraiment l'impression de jouer ma vie. Première grosse prise de risque au final. Ces premières embauches, qui finalement n'étaient d'ailleurs pas les meilleures, mais bon, ça, on sait toujours qu'après. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir un gros engagement à ce moment-là. Au moment où on se rend compte qu'on va porter d'autres personnes dans son propre projet, en fait, et que leur vie économique va quand même dépendre de notre réussite. Donc ça, c'était une grande étape. Je dirais après l'acquisition de mes premiers locaux. Ça aussi, je me suis rendu compte que pareil, c'est une première étape quand on commence à pouvoir être propriétaire dans ses murs, à s'installer vraiment. Donc à l'époque, c'était au centre-ville de Toulon. Et puis, que te dire des étapes marquantes ? En fait, tout s'est passé de manière très progressive, d'année en année. La grande étape que je retiens quand même assez récente, c'est la crise Covid, parce qu'elle nous a impacté de manière assez dingue. Alors, il l'e-commerce. Il se passe quoi dans le e-commerce à ce moment-là, en mars Alors, il se passe quoi dans l'e-commerce en mars 2020 ? Comme tout le monde, on a ce coup d'arrêt de prise de conscience de ce qui est en train d'arriver. Quelques jours une sorte de calme plat. Ah, t'as que quelques jours. Moins de 1 mois, on est d'accord. Moins d'une semaine. Non. J'ai quelques jours de vide. De vide un peu, panique, où il y a moins de commandes, où on se dit, qu'est-ce qu'il faut décaler comme crédit ? Qu'est-ce qu'il faut... Enfin, on est c'est un effet de foule. Qu'est-ce qu'il faut gérer ? Comment on va faire avec les gens à distance ? Est-ce qu'on a assez d'ordi, d'outils pour se connecter ? Enfin, on est vraiment dans comme toutes les boîtes. À la différence que des autres boîtes, que nous, au bout de quelques jours, envoler des commandes. Parce que rapidement, fermeture de magasins, peur de manquer les gens, ils sont à la maison. En plus, ils ont du temps là. Et puis les fournisseurs qui vendent plus non plus, donc ils sont contents que. Alors panique chez les fournisseurs, effectivement, panique chez les transporteurs, fermeture de certains sites concurrents. Ah oui. Qui ont carrément un peu perdu les pédales là, dans cette phase, avec des salariés qui parfois se mettent des brayes, en fait. Ont peur. La peur à ce moment-là, les gens qui restent chez eux, qui ne reviennent pas. Et qu'est-ce qui fait que c'est toi qui a réussi à émerger comme ça ? En termes de management, à la limite, là, tu vois ? Alors, moi, j'ai un petit goût pour le côté... pas les catastrophes, mais tu vois, j'aime bien les films catastrophes. Ouais. T'aimes bien le stress du... J'aime bien les enjeux. Ouais. En fait, j'aime bien le côté un peu... Je suis boostée par le côté un peu dramatique du truc.
Et j'avoue que sur le moment, j'ai kiffé un peu. Ouais, hein. ouais. Même Situation si de ça a été crise, très difficile, hein, pour te dire à un point, donc nous on s'est retrouvés très très vite à devoir expédier beaucoup plus de colis, vendre des produits qu'on n'avait pas, donc le stock a très vite diminué. Il a fallu se battre pour obtenir des produits un peu de part et d'autre et arriver à gérer beaucoup plus de commandes. On a fait à peu près 30% de croissance, mais ça paraît peut-être pas énorme dit comme ça, mais en volume d'activité, C'est énorme. d'un jour à l'autre. Donc, t'es pas dimensionné en termes de taille d'entrepôt, en termes d'effectifs logistiques. Donc, moi, j'ai ma logistique toujours en interne. Et ça fait une différence. En tout cas, là, c'était plutôt positif parce que ma logistique fonctionnait. Oui. Et tu es capable d'absorber. Et que j'ai été capable de dire non, tout le monde reste sur le pont et on va servir les clients parce qu'ils vont avoir besoin de nous. Donc, effectivement, il a fallu être très réactif, embaucher très vite. En intérim, en sous-contrat, le plus rapidement possible. Et puis travailler avec du personnel des bureaux qui, par contre, était à distance. Ouais. On était quasiment tous à distance. Il y avait 2-3 managers qui passaient sur le site pour garder le lien. Mais bon, voilà. Donc, heureusement, j'ai été très bien équipée au niveau des outils collaboratifs. Donc, on a pu fonctionner de manière très fluide à distance. Ça, c'était une chance. Et voilà, on a réussi à accomplir un peu des miracles, quoi. Avec le recul, on se dit même comment on a pu réussir à faire ça. Et ça allait tellement vite, pour vous dire une petite anecdote bizarre, c'est qu'on s'est retrouvés à faire des réunions de crise pour se dire comment on fait pour arrêter les commandes. Comment on fait pour qu'il y ait moins de commandes, parce qu'on va craquer et qu'on n'a pas... Enfin, moi, c'est très important pour moi, la qualité de service et le... par rapport aux clients. Enfin, voilà, tenir la promesse, etc. C'est pas des paroles, c'est important. Et je me suis dit, peut-être qu'il vaut mieux couper, pas prendre des commandes et voilà, être sûr de vraiment satisfaire celles qu'on aura prises. Sauf que sur Internet, c'est très compliqué d'arrêter. Quand on arrête un site, on a peur de problèmes de référencement par rapport à Google, etc. On a peur d'impact. Donc, du coup, on regardait, certains sites concurrents mettaient des messages jusqu'à une certaine heure ou jusqu'à un certain nombre de commandes. Après, on ne pouvait plus commander sur leur site. Nous, on n'est pas allé jusqu'à là, mais on est allé jusqu'à faire des réunions avec mes managers, à chacun son tour, essayer de trouver comment on pourrait limiter les commandes, donc augmenter les frais de port, mettre des délais hallucinants sur les produits même en stock. Une réunion surréaliste. On dirait chez les fous, quoi. Bon, les gars, on a 2 heures, il faut vendre moins. Comment on fait? Et là, je t'assure, il y a des moments où tu te dis, mais pince-moi, en fait. J'ai un salarié qui s'était absenté une semaine ou deux. Quand il est revenu, il a dit, mais arrêtez tout, vous êtes devenus fous. Qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai vécu un truc comme ça. Bon, Michel, on a un truc à te dire. Oui. Faut arrêter de vendre. Ouais, mais moi je vends. Ouais, mais détends-toi un peu quand même. Écoute, en tout cas, j'ai compris qu'un site, on ne maîtrise pas tant que ça, quoi. Donc, il faut pouvoir, en fait, t'as le... Non, c'est Samir qui nous montre 15 minutes. C'est-à-dire que Samir, tous les 15 minutes, va nous faire un petit panneau pour qu'on sache à peu près où on en est. Il nous time notre producteur. Normalement, on n'en parle pas de ça. Mais là, j'ai décidé d'en parler. Bon, enfin voilà, un moment surréaliste. Ok. Et en termes de management, à part cette gestion de crise qui était galvanisante pour toi, je pense qu'il y a peut-être eu aussi des craintes, des peurs dans tes équipes. Comment tu as géré cette crise, pas en tant que dirigeante, mais en tant que manager, entre guillemets, pas que l'aspect business, tu vois ce que je veux dire, l'aspect vraiment relation humaine. L'aspect humain, il n'a pas été simple, dans le sens où très très vite, les équipes ont grossi. Et oui, parce qu'il fallait recruter. Moi, je me retrouvais à aller à mon entreprise et à avoir des tas de personnes que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas du tout. Qui recrute à ce moment-là? Ma DRH à l'époque. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ses fonctions et qu'il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un... c'est l'armée, quoi. D'accord. Tous les jours, on a des recrutements, des annonces qui passent, etc. Là, tu fais combien d'employés là, d'un coup? On est monté à un peu plus de 50 personnes. Alors après, avec l'intérim, tout ça, je n'ai pas vraiment un équivalent, mais... on a vraiment une phase un peu où tout le monde perd pied. Puis comme je te dis, tout le monde est toujours à distance. Donc nous, on essaye en tout cas moi, j'essaye de communiquer un maximum sur ce qui se passe, sur comment je vois les choses. On crée un groupe, on va dire, un peu dédié pour essayer de garder le lien. Mais comme dans toutes les boîtes, je pense que ça n'a pas été simple. Et puis on ne mesure pas à l'époque à quel point tout ça va durer. Oui. Et à quel point ça va marquer. Et je pense que... En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de séquelles et d'impact et que c'est pas fini, toute cette histoire. Non. Le remboursement des PGE en cours ou à venir, par exemple. On n'en parle pas. Ouais, mais au-delà même de l'aspect financier, moi, je vois l'aspect psychologique. Oui. Pour moi, on est encore en post-traumatique, quoi. Je pense que ce soit chez les collaborateurs, chez les clients, chez les partenaires. Ce que j'allais te demander, par exemple, chez tes collaborateurs, en quoi ça a changé? Tu vois que ça a changé entre avant et après?
Je vais peut-être dire des banalités parce que c'est un peu ce qu'on constate tous, en tout cas en tant que dirigeant ou que simplement personne ayant une activité économique. Je pense que ça a vraiment changé le rapport au travail. Donc, ce qui était, en fait, on était les hamsters dans la roue, quoi. On est pris dans notre routine, on fait un certain boulot dans un certain secteur. Ce que finalement, moi, j'avais vécu pendant ma grossesse, un peu à l'écart de ma boîte. Là, on va dire la France entière, une grande partie des métiers, en tout cas, l'ont vécu et ça a permis aux gens de prendre du recul. Et voilà pourquoi on voit des secteurs entiers désertés, parce que finalement, ces personnes se sont dit, mais non, moi, j'ai pas envie de jamais voir ma famille le soir, le week-end. Finalement, j'ai pas envie d'avoir un métier qui est difficile, j'ai plus envie d'avoir un contact clientèle. Enfin voilà, je pense que ça a changé la vision du travail pour beaucoup de gens. Et ça a désinvesti pas mal la sphère professionnelle. Ouais. Alors, c'est pas forcément évident, du coup, en tant que chef d'entreprise, parce que nous, c'est quand même plus facile d'avoir des personnes investies et motivées, mais ça a redistribué les cartes. Et par rapport à ça, là, tu disais au niveau personnel, toi, comment ta vie perso, tu as pu la jongler avec ta vie d'entrepreneur ou même, je dirais, de femme aussi? Alors, si on doit faire sur l'ensemble, oui, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, donc ils sont arrivés progressivement à différentes étapes de vie de l'entreprise. Forcément, travaillant dans le secteur de la petite enfance, c'est vrai que ça m'a inspirée. Ça m'a forcément aussi donné envie d'être maman et plusieurs fois. Je dirais que ça a plutôt été un moteur d'avoir des enfants. J'ai la chance aussi de travailler dans un secteur où c'est pas difficile d'être une femme dans mon secteur, d'être femme dirigeante. Il n'y a pas du tout d'a priori. C'est un secteur plutôt très féminin. Et bon, j'ai entrepris, c'est vrai, j'avais que 25 ans, donc j'ai pas trop souffert de ce côté jeune, inexpérimenté. Ça a été relativement bien accepté. Après, mener une vie de famille et une vie d'entrepreneur, ça n'a pas tout le temps été simple. C'est vrai que j'ai une grande capacité de travail, donc c'est assez facile pour moi de pouvoir travailler le soir, de pouvoir... La différence avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est que c'est une tâche de fond. Ouais. Mon entreprise, ça reste pendant longtemps, c'était mon bébé, donc je ne faisais que... une grande partie de mes loisirs étaient aussi consacrés au développement de l'entreprise. C'est moins vrai depuis quelques années. C'est ce que je voulais te dire, tu parles au passé depuis tout à l'heure. Ouais. C'est moins vrai, alors déjà pour plusieurs raisons. Depuis déjà 4 ans, 4-5 ans, j'ai divorcé. Donc, une séparation puis un divorce. Donc déjà, j'ai 3 enfants, mais à mi-temps. Et ça change beaucoup de choses. Pour ceux qui le vivent, je crois que vous comprendrez de quoi je parle. Ouais. Clairement, il y a un avant et un après. C'est pas la même vie. À ce qui paraît, on se remet à vivre. Ouais. D'où ma proposition de dire à tous les couples qui s'aiment de faire un peu de garde alternée. Ouais. Charlotte se propose de les garder. Alors, pas tout à fait. Non, c'est un autre mode de vie. Après, j'ai une grande maintenant qui est en études supérieures aussi. Donc, c'est vrai que j'ai finalement une géométrie très variable maintenant dans ma vie familiale, personnelle. Et sans mentir, c'est vrai que ça m'a... Alors, je dirais pas que j'ai tellement plus travaillé pour mon entreprise, mais au contraire, j'ai pu avoir des temps de respiration. J'ai pu faire beaucoup d'autres choses pour moi-même, pour mon développement personnel, pour explorer d'autres domaines. Et c'est ça qui m'a, je pense, aidé à être une meilleure entrepreneur. C'est ce que j'allais te demander. En quoi ça influence ta qualité d'entrepreneur? Disons que d'avoir un bon équilibre personnel, qui est quand même, c'est sûr, avec des enfants à mi-temps, ça relaisse un espace temporel. Ça laisse du temps pour soi, ça laisse du temps pour son nouveau couple. Et ça donne un nouvel équilibre super aussi. Puis ça laisse du temps pour aller vivre des passions, pour découvrir pas mal de choses. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Je suis très curieuse dans beaucoup de domaines et ça m'a permis d'avoir plus de temps pour découvrir des formations, découvrir des nouveaux sujets. Et j'espère que ça a influé du coup sur ma manière d'être une dirigeante aujourd'hui. Quand tu dis j'espère, bon, on en est convaincu avec Eric, parce qu'on s'est croisé quand même à pas mal de formations. Les formations que tu fais et que tu as fait, elles ont été très diverses. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est un peu éclectique, mais c'est vrai que donc... Justement, c'est pour ça qu'on aimerait bien. Parce que la question d'après, ça sera qu'est-ce que ces formations éclectiques, comme tu as dit, donc c'est vraiment très très varié. Moi, je reste intimement convaincu qu'elles servent à la femme que tu es, mais aussi à l'entrepreneur que tu es, même si c'est des formations qui ne sont pas liées au management.
Et c'est un peu la question que je vais te poser après. Donc, c'est pour ça que sois large dans ton... Alors, je dirais que j'ai fait pas mal d'exploration du côté de la connaissance de soi. Donc, j'ai beaucoup privilégié à un moment tout ce qui était développement personnel. Alors, c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui. Bien sûr, c'est très à la mode. Oui, mais aujourd'hui, toi, ça fait combien de temps que tu le fais aussi? 5-6 ans, ouais. C'était pas la mode non plus à l'époque, peut-être. Avant le Covid, c'était pas autant à la mode. J'ai toujours eu, on va dire, un attrait pour ce qui est connaissance de soi. Alors, sous différentes formes. Déjà, sur la partie, on va dire, un peu outils concrets, habituels de management, j'ai la chance donc d'être au CJD, le Centre des jeunes dirigeants, à Toulon, et on a la chance d'avoir des formations variées, et souvent sur un thème qui s'appelle l'énéagramme. Donc j'ai vraiment exploré l'énéagramme pour faire 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Enfin voilà, j'y suis revenue assez souvent. C'est un bon référentiel de base pour moi. J'ai exploré aussi la processcom, aussi, les profils talents, plusieurs manières d'approcher les profils de personnalité. Pour moi, ça m'aide énormément à mieux me connaître, mieux me comprendre. Quand on se connaît mieux, c'est déjà plus facile de se voir agir, réagir et du coup de progresser. Est-ce que tu as adapté ton style de management en fonction de ces formations? Nécessairement, je pense. Comment? Le comment est difficile à vraiment mesurer, mais je pense que ces formations m'ont surtout permis de voir qu'on a tous une vision du monde différente. Ouais. Et que c'est des outils de tolérance, en fait, pour moi, ces formations-là. Elles permettent de se rendre compte qu'on a des profils. Il y a des personnes plus émotionnelles, plus mentales, plus instinctives. Et que là-dedans, ça se subdivise encore en plein de profils. On a tous une histoire familiale différente aussi, on a des valeurs, et c'est un outil de tolérance pour se dire, bon ok, est-ce que moi je vois ça dans cette situation, et ça me paraît évident qu'il faudrait faire ça ou agir comme ça. L'autre ne dysfonctionne pas s'il pense ou agit différemment. Ouais. Il a simplement son propre vécu, son propre ce qu'il est. Donc forcément, ça aide, parce que être entrepreneur, en tout cas dans mon cas, c'est gérer un collectif. Et ce collectif, il est varié. Je sais que dans mes premières années de chef d'entreprise, j'avais tendance à chercher des gens comme moi. Je me disais, il faudrait que je trouve absolument des gens comme moi, où on se comprendrait. Enfin, ils seraient des gens qui fonctionnent bien. Moi, je suis au top. Voilà. Et aujourd'hui, au contraire, je cherche une diversité. En fait, je cherche à créer un groupe très divers, parce que c'est devenu une richesse. Donc ça m'a influencé. Tu dis je là maintenant, alors que tout à l'heure tu disais que c'était la DRH. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu t'occupes des recrutements, ou tu insuffles à ta DRH de le faire? Là j'ai repris, disons, là je parlais en période Covid, quand il faut recruter énormément. Là je me réimplique dans pas mal de recrutement. Par choix ou par obligation? Aussi par obligation, parce que je vous ai parlé du Covid, mais il y a eu l'après-Covid. Ouais. Et il faut être conscient que, alors ça c'est général ce que je dis dans l'e-commerce, on a eu une année 2020 et 2021 époustouflante, mais l'année 2022 a été un retour à la réalité plutôt violent, dans le sens où... la bulle explose. La bulle est revenue, quoi. Enfin, on est revenu finalement à l'avant. La grenouille a gonflé, puis hop, elle est revenue. On est revenu à un niveau d'activité qui était plutôt celui de 2018-2019, donc quand même une régression. Oui. Alors que toutes les projections amenaient l'e-commerce encore plus haut, encore plus loin. Donc moi, j'avais dimensionné l'entreprise pour faire encore plus, encore 30% de plus, on va dire. Et finalement, elle est revenue à ce qu'elle faisait avant. Donc toi, entre-temps, tu dimensionnes un outil de production, une équipe, des investissements immobiliers, un stock, etc. Donc là, je viens de vivre une année 2022 et 2023 assez... apprenante aussi, parce qu'il a fallu apprendre très très vite à faire beaucoup plus, il a fallu apprendre très très vite à revenir à un niveau inférieur sans avoir des coûts exponentiels. Donc ça c'est aussi très intéressant, c'est une leçon de vie un peu de se dire moi je suis une fille du marketing, j'ai fait plutôt ce cursus là, donc j'ai développé, ça a été assez facile. Oui. Facile. C'est plus dans ta norme, la croissance. Dans ma norme, avant j'avais bossé dans une start-up. Je sais pas, mon premier job, on était 40 quand je suis arrivée, puis 120 quand je suis partie 3 ans après. Donc pour moi, c'était ça, la vie, c'était ça. Et là, faire moins, finalement, ça m'a vraiment appris à faire de la gestion. Oui. Et ça, c'est un peu nouveau. Gérer, à suivre des indicateurs, à prendre des décisions, à réorganiser, mais à optimiser plutôt qu'à étendre. Et c'est intéressant aussi parce que finalement, en plus, il y a vraiment de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles attentes. Tu vois, par exemple, j'ai plus de fonctions qui sont maintenant externalisées. Parce que c'est des choses qui nécessitent vraiment de l'expertise et pas forcément des temps pleins. D'accord. Et donc, je réfléchis les choses de manière différente avec des personnes qui sont du coup très passionnées à faire ce qu'elles font.
parce qu'elles le font pour plusieurs sociétés. Ouais. Ouais. Et elles le font pas sous un statut salarié, mais sous un statut indépendant. Donc Mm. voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives aussi, mais ça a été assez challenging, on peut dire, ces derniers temps. Et là, mes formations m'ont beaucoup servi. Ah. Quoi Pour, je dirais déjà, ces formations-là sur le côté développement personnel, ça permet de savoir finalement qu'est-ce qui est vraiment important pour soi. Moi, ce qui est important, c'est pas la taille de mon entreprise ni de mon chiffre d'affaires. C'est l'aventure. Aujourd'hui Oui, je pense Depuis- que ça l'a jamais été vraiment. Ouais. Ce côté taille, c'est pas un enjeu chez moi. T'avais plutôt le doigt dans l'engrenage de la croissance plutôt que. Oui, ou même ça, peut-être ça marchait et puis voilà. Enfin. Oui, après, l'e-commerce s'est développé vite. On était un peu des chercheurs d'or. On est arrivé avec les pioches, quoi. Donc on était les premiers. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont arrivés avec des grosses machines. Ouais. Et puis il y a des très gros. Mm. Donc on reste un petit poisson dans l'océan de l'e-commerce. Oh, mais t'aurais pu te dire, moi je veux être le gros poisson aussi. Oui, mais alors j'ai aussi fait le choix, voilà, comme ce que je disais, d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie de couple, d'avoir des enfants, d'avoir des passions. J'ai aussi beaucoup d'engagement associatif à côté. Ah, tu veux nous en parler Ouais, donc voilà, j'ai un peu empilé aussi différentes choses parce que j'aime bien. Beaucoup de choses m'intéressent et du coup, je dis souvent oui, comme aujourd'hui. Et du coup, voilà, les choses se mettent en place petit à petit. Mais on va dire, je pense qu'un travail. Ces formations m'ont permis d'avoir du recul et de ne pas vivre les choses dans l'émotion, ni de prendre personnellement. Je veux dire, quand ma boîte réussit, c'est pas moi qui réussis. Quand ma boîte va moins bien, c'est pas moi qui sous-performe. Ouais. En fait, je pense que je dissocie pas mal les choses. Tu mets une distance avec ta boîte ? Certainement beaucoup plus qu'avant. Déjà, elle a 19 ans. Ouais. Oui, hein. C'est comme les enfants, à un moment, à 19 ans. Elle est majeure. Elle est majeure. Hein. Elle est majeure. Oui, j'ai une vraie. Elle a passé sa crise. Une vraie distance, mais déjà, j'ai une autre entreprise aussi depuis 2 ans. Ouais. Une agence de communication que j'ai pu reprendre et que je commence à développer. Donc forcément, ça met... oui, je dirais pas que ça met une distance, mais ça donne un regard différent. Tu as une nouveauté, c'est toujours intéressant de... Je ne me confonds pas avec mon entreprise. Ouais. C'est ce qui a certainement été le cas au début quand on crée... Beaucoup d'entrepreneurs au début, c'est normal, hein, puisque là, au moment de la création, tu donnes qui tu es en fait. Hein, Je vois plus je vois pas l'entreprise comme une extension de moi, je la vois vraiment comme un être distinct, autonome. Et qui est constitué par tous les gens qui sont aujourd'hui et pas uniquement par ma vision. C'est une grande maturité et je pense que c'est quelque chose à partager avec beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Ça évite aussi que quand ça va mal, tu coules psychologiquement avec ta boîte. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, là, je pense qu'on est vraiment... Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une décroissance durable ? Est-ce que ça va repartir ? Il est sûr que ce que je vis là, beaucoup d'acteurs du e-commerce le vivent. On est vraiment revenu à... Il y a beaucoup de paramètres. Déjà, le développement de tout ce qui est seconde main. Oui. Ce qui, bien sûr, pour la planète est bon, etc. Mais qui crée quand même un paradoxe pour nous qui vendons des produits neufs et qui étions quand même dans la dynamique d'essayer d'en vendre de plus en plus. Donc, il y a ça qui s'est développé. Il y a le fait que les gens consomment moins. L'inflation fait qu'à un moment, il y a un pouvoir d'achat qui est moins... peut-être des prises de conscience aussi, de se dire finalement, est-ce que mon enfant a besoin d'avoir 12 hochets ou... Oui, et puis... Voilà, donc... Je pense qu'il y a des prises de conscience aujourd'hui. Et puis voilà, les moyens financiers qui limitent beaucoup de gens, tout simplement. Hein. Nous, on voit des vrais effets début de mois, fin de mois. Ouais. Et le milieu de mois, voilà, les gens puis le panier patientent, qui diminue peut-être un peu aussi. Panier oui, moyen. alors ça dépend beaucoup de ton mix stock, produit, etc. Donc nous le vivons pas trop parce qu'on a justement paré à cette diminution de la consommation par un travail sur l'offre. Mais c'est sûr que oui, aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de gens, quoi. Et sur la gestion parce que là tu évoquais la concurrence de la seconde main, est-ce que c'est un axe dans lequel tu te dis est-ce qu'il faut qu'on y aille aussi ? C'est un axe qui est assez complexe aujourd'hui économiquement parce qu'il y a déjà de très gros acteurs en place, très très gros. Oui. Puis c'est plus le même métier en plus. C'est plus le même métier, donc voilà, effectivement en termes de structure, ça demande alors c'est pas impossible, mais ça demande vraiment de repenser les choses. Il y a des expériences très réussies dans mon secteur, comme Petit Bateau, par exemple, qui a très bien développé cet aspect seconde main. Il y a quand même des produits normés dans ce qu'on vend pour les bébés. Il y a le problème des normes, il y a le problème de l'hygiène. Ouais. On ne revend pas juste un t-shirt. Et donc, la typologie de produits que je vends rend les choses un peu plus complexes pour aller dans cet axe-là. Mais par exemple, ce que je peux quand même vous indiquer... c'est que nous travaillons de plus en plus pour vendre des produits qu'on a reçus abîmés de nos fournisseurs ou récupérés abîmés de chez nos clients avec la boîte abîmée par exemple. Et aujourd'hui, ces produits-là, ils seraient partis pour du don à des associations
Et là, on se dit, don ou destruction, en fonction s'ils ne sont pas revendables, on va essayer de plus en plus de les remettre en circulation, donc de les proposer à la vente à nouveau. D'accord. Avec, c'est toute une logistique. Et parfois, on se dit, pour un produit à 10 ou 15 euros, est-ce que ça vaut le coup de le revendre, juste le temps de refaire une fiche, dire que la boîte est abîmée, etc. Mais voilà, je pense que c'est important de le faire. Et alors, en tant que femme entrepreneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais partager? Parce que souvent on entend, et tu es un modèle aussi de réussite entre ta vie personnelle et professionnelle, en tout cas d'avoir conjugué les deux. Quel est ton regard sur la femme entrepreneur dans la société d'aujourd'hui? Écoute, mon regard, moi, c'est quelque chose qui m'est souvent posé comme... Moi, je dirais que je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit, est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que je peux avoir une entreprise, avoir des enfants? Est-ce que j'ai un choix à faire? Je l'ai jamais vécu comme ça. Donc, pour moi, c'était... ça n'était pas un sujet. Et peut-être grâce à ça, je l'ai fait, en fait. C'est clair. Quand on se pose pas de questions, c'est l'avantage d'être quand il n'y a pas de doute, oui, est-ce que c'est plus compliqué? Oui. Est-ce qu'il faut plus d'énergie? Il faut pas mal d'énergie pour mener une journée, on va dire, bien remplie, où tu gères beaucoup de sujets. Il faut un chef d'entreprise, c'est finalement quelqu'un qui gère des problèmes tout au long de la journée, à une certaine taille. Donc il y a une certaine charge mentale, et puis tu rentres à la maison, puis là il y a une autre charge mentale. Il y a est-ce que les devoirs sont faits, l'école, les études, essayer d'être là pour chacun, parce qu'ils sont tous différents et à différentes étapes de vie. Et moi je me suis pas trop posé la question, mais c'est vrai que je vois bien que c'est quelque chose qui questionne plutôt des femmes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui ont des enfants et qui ont envie d'entreprendre et qui se disent mais comment est-ce que je vais faire pouvoir est-ce que je vais y arriver? Comme pour tout, moi je dirais que c'est une question de motivation dans la vie. Quand on est motivé et quand on est passionné, on arrive à tout en fait. J'ai une question sur le... Là on a le côté femme entrepreneur. La question que je vais te poser est plutôt tournée pour tes employés. Toi qui as vécu ça en tant que dirigeante employeur, on peut entendre parfois dire ah mais attends, je vais pas recruter une nana de 25 ans, 30 ans parce qu'elle va me pondre des gamins et compagnie. C'est un discours que moi je suis du bâtiment, donc c'est vrai que c'est un peu plus rustre, je l'entends énormément. Est-ce que ça te permet aujourd'hui, ou est-ce que ça t'a permis plutôt de voir différemment le lien entre tes employés femmes qui sont dans cette tranche d'âge et d'être peut-être plus souple, peut-être adaptable, peut-être agile, ou est-ce que tu as un fonctionnement plus classique parce que je réponds à ta question, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, en l'ayant vécu. Je vois où tu veux aller. Alors, est-ce que je pense que je suis souple globalement, quels que soient mes salariés, hommes ou femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes chez Perso Magique, c'est 95% de femmes quand même. Et 5% de logistique hommes. Non, alors j'ai 95% dans les bureaux, après en logistique un petit peu moins, mais allez, je crois qu'on est à 80% de femmes. Est-ce que ça me permet de voir les choses autrement? Je dirais que chez moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que quand il y a une grossesse, ça rend les personnes beaucoup plus qualifiées. Parce qu'elles vivent l'expérience, après elles ont un enfant, après elles sont à fond sur les produits, ça crée un lien encore plus fort avec l'activité. Donc j'ai moins ce souci. Je pense pas que ça influe vraiment sur ma manière de manager. Ça l'a jamais influé? Écoute, j'ai eu jusqu'à 3 grossesses en même temps dans le même service, quasiment synchro. Tout se gère. C'est comme tout dans la vie. C'est dans l'ADN au final. Les choses arrivent en série souvent. C'est comme ça. Tu fais avec. Tu vois, c'est comme ce que tu racontais sur le fait d'être entrepreneur femme et s'occuper des enfants. Enfin, moi... je suis entrepreneur, alors je les ai qu'une semaine sur 2. Femme aussi. Je suis femme aussi. Femme barbue. Femme barbue avec des poils. Et du coup, on gère en fait. On arrive à conjuguer les deux. Moi, j'ai 4 enfants. Tu t'organises et tu fais. C'est une question de... En fait, quand tu es dans l'action, tu ne te poses pas de questions. Donc, en tout cas, moi, je ne me suis pas posé de questions. Les enfants sont venus au fur et à mesure. La taille de l'entreprise est venue au fur et à mesure. Et rien n'est une limite si toi tu le considères pas comme tel. Donc c'est sûr que tu as certainement des choses que j'ai pas faites à certains âges en termes de vie personnelle, en termes de peut-être de loisirs perso ou de sport. Enfin voilà, il y a forcément quelque chose dans la journée que tu ne peux pas faire. Ouais, le temps n'est pas possible. Aujourd'hui, non, je pense que vraiment pour moi tout le monde est en capacité de mener de front plusieurs vies. Il faut déjà se reconnaître cette capacité.
Et c'est ce qui manque souvent. Moi, j'aime bien intervenir pour promouvoir l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat auprès pour des femmes et puis pour les jeunes aussi, parce qu'il y a plein d'a priori sur ce que c'est qu'être un entrepreneur aujourd'hui. Et en fait, les limites, c'est celles qu'on se fixe, essentiellement. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner aux jeunes femmes qui souhaitent entreprendre, mais qui se disent « Ah non, ma vie de famille est plus importante ». Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Moi, je leur dirais de... Lance-toi. Ouais, d'essayer. Et puis, si ça ne marche pas, tu peux toujours revenir en arrière. En fait, beaucoup de gens, je trouve... Enfin, voilà, c'est peut-être que moi, je suis assez instinctive, donc j'ai tendance à décider un truc et hop, à le faire rapidement. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent trop. Et forcément, quand on réfléchit, on voit tous les problèmes qui pourraient arriver. Et 95% n'arriveront, 99% n'arriveront jamais. Ça t'empêche d'agir. C'est des peurs. En fait, c'est des peurs, c'est des croyances, etc. Et en fait, il faut vraiment à un moment se dire non, je coupe le cerveau et j'y vais et on verra. Et rien n'est définitif. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre et puis si ça ne marche pas, on revient faire autre chose. Enfin, voilà, en fait, je pense qu'il y a parfois trop d'enjeux. Les gens se mettent trop d'enjeux ou trop de pression. Et puis, je leur conseillerais d'essayer de s'affranchir du regard de l'autre parce que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui sont sous pression de ce qu'on peut penser d'eux dans leur famille, ce qu'on peut penser d'eux dans leurs amis, du statut social qu'ils ont en étant salariés dans telle ou telle entreprise, la belle carte de visite. Et je vois beaucoup de gens... beaucoup de passion et beaucoup d'énergie gâchée parce que des gens s'accrochent à des choses artificielles finalement. Donc je leur dirais de foncer. Voilà. Tout est possible. Ouais, tout est possible parce que, encore une fois, ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent. En tout cas, moi, j'ai commencé avec très peu de moyens. Ça demande... alors, c'est sûr, j'avais une école de commerce, j'avais des bases, mais enfin, c'était finalement très léger par rapport à ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Très théorique même. Donc, on apprend sur le tas. Et je ne pense pas que pour être un bon entrepreneur, il y a besoin d'avoir quelques niveaux d'études que ce soit, ou origine sociale, ou argent. Il faut surtout avoir de l'énergie, une motivation, et puis y aller. Est-ce qu'on a le syndrome de l'imposteur, parfois, quand on est entrepreneur ? Alors, je croyais que tu allais dire quand on est une femme, parce que souvent, c'est une question très orientée femme. Mais des hommes peuvent avoir ce syndrome aussi. On peut l'avoir, surtout au moment où tu commences à être un peu plus connu, où ça commence à fonctionner, et où on me renvoie en tout cas à une époque un peu plus ce côté, la réussite et tout. Donc tu l'as eu toi, ce syndrome ? Moi, je l'ai eu parfois, je l'ai eu. Comment tu l'as vécu sur le moment ? Sur le moment, ce que je te disais, j'étais donc assez jeune et je pense que j'avais l'air assez jeune. Donc, ça m'est arrivé de démarcher des personnes ou d'aller voir et qu'on me dise non, mais vous êtes stagiaire. Et je dis non, c'est ma boîte. Oui, non, mais bon, en vrai, dites à votre chef. Mais non, mais c'est vraiment mon entreprise. Donc voilà, après, j'étais assez jeune. Ça m'arrive plus. Finalement, dommage. C'était bien. Dommage, c'était bien. Sympa. Comment je l'ai vécu ? Disons que j'ai longtemps dit j'ai eu de la chance. Et c'est quelque chose que je ne dis plus. Parce que je me suis vraiment rendu compte que je me mettais ça vraiment en disant oui, mais tu vois, j'étais là au bon moment, j'ai eu de la chance finalement. Et j'ai pris conscience il y a quelque temps que non, en fait, j'ai su transformer une épreuve de vie, parce que c'était quand même une épreuve compliquée, cette grossesse, un peu à l'écart et tout. J'ai été un peu déprimée de me retrouver hors de mon entreprise. J'ai pu le transformer en un projet, en faire quelque chose générateur de valeur, d'emploi et de bien-être, je pense, pour pas mal de parents et pour mes collaborateurs, j'espère. Et du coup, je me reconnais aujourd'hui ce mérite d'avoir entrepris, alors que beaucoup auraient juste vécu la difficulté et n'en auraient rien fait. Et aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose d'important pour moi, à chaque fois que je traverse une difficulté de vie, de transformer ça et d'en sortir par le haut et d'être encore plus enrichi et pourquoi pas d'avoir des idées de choses à faire par rapport à... C'est ce que tu nous disais en off ce midi, c'est... moi, j'ai envie de contribuer. Je suis là sur Terre pour contribuer, pour améliorer les choses dans sa globalité. Et donc, finalement, quand il y a un problème ou il y a une difficulté, toi, c'est moteur ou générateur de créativité et de faire derrière. C'est ça. C'est bizarre, mais j'ai fini par comprendre ça et du coup accepter que c'était pas de la chance qui avait fait que... Quand la chance se reproduit plusieurs fois, au bout d'un moment, c'est que tu prends quelque chose. Non, alors j'aime bien dire que j'ai une bonne étoile et qu'elle me protège et m'amène vers les bons choix, etc.
que je suis quelqu'un d'assez connecté, d'assez ouvert à l'invisible et tout ça. Je crois beaucoup à ça. Oui, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup mais... parlé de l'invisible et c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, alors je suis une dirigeante certainement différente d'autres dirigeants plus rationnels. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec la partie ressentie. Alors, certains vont dire l'intuition. Oui, mais l'intuition que tu écoutes. C'est des intuitions pas que la sentir. Oui, des intuitions. J'arrive à capter des signaux faibles et à être beaucoup dans cette partie énergétique. Et du coup, ça m'aide pour des recrutements, ça m'aide pour pas mal de choix, d'être vraiment relié à mon environnement et de capter des choses chez les personnes, que ce soit dans l'énergie, on va dire, d'une pièce. Ça, c'est quoi? C'est propre à toi ou c'est quelque chose que tu arrives à transmettre dans l'entreprise, à tes managers? Il faudrait leur demander. Je pense qu'ils connaissent cette partie-là de ma personnalité et qu'ils l'acceptent, je crois. Tu sais, on parle souvent de couleurs. On a reçu Malika qui nous parlait de couleurs. Que quand elle arrive dans un endroit, il y a tout de suite la couleur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'autre personne en face peut capter. Là, en tant que dirigeante, la question que je voudrais te poser, elle est sur entre guillemets l'authenticité aussi, parce que tu as la possibilité d'être une dirigeante avec un rôle. Je m'habille, je mets mon costume de chef d'entreprise. Il y a à l'inverse ceux qui sont comme au quotidien dans leur entreprise. Alors, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, avec une partie aussi de certaines craintes de cacher, de montrer des choses, etc. Donc, dans la retenue. Là, ce que j'entends, c'est que tu es une dirigeante qui écoute ce côté extrasensoriel, ce côté un peu spirituel, qui peut faire peur, encore une fois, à des gens rationnels. Comment tu arrives à le diluer dans ton management au quotidien, avec pas forcément toutes tes équipes, mais peut-être que certaines équipes, pour en faire une force, en fait, parce que je trouve que c'est ça qui te caractérise aussi. Je pense qu'ils me reconnaissent cette capacité à avoir on dit une vision, mais c'est de l'inspiration, en fait. Et vers où il faut aller et quels seraient les axes qui pourraient... Donc là-dessus, je me sens plutôt très épaulée et suivie. Après, heureusement, ils me demandent rarement l'épreuve, le pourquoi, du comment, l'étude de marché. Mais encore une fois, si j'avais vraiment fonctionné comme ça à l'époque de Berceau Magique, personne ne voulait acheter en ligne. Enfin, ça paraissait pas quelque chose de normal, le e-commerce à l'époque. Oui, donc tu avais beau avoir le meilleur business plan du monde. Et voilà, donc j'avais conscience que j'aurais pu faire des études marketing, etc., des sondages, et j'ai fait le choix de ne pas les faire. Et aujourd'hui, j'assume, on va dire, encore plus. Je me dis pas, c'est juste j'ai pas eu le temps, c'est clair. Si j'ai vraiment à un moment une intuition forte, si je sens que c'est le moment de faire telle ou telle chose, ou que telle personne, ça va le faire ou pas le faire, je m'écoute. Oui, mais justement, la question était sur les autres. Parce que toi, tu t'écoutes, j'entends bien. Mais à quel moment... Je pense qu'ils doivent voir que c'est peut-être un peu... Ils doivent être surpris pour certains, mais... Certains qui peuvent se dire, péter un câble, qu'est-ce qu'il nous raconte ou quoi. Alors que non, là, j'utilise souvent le mot énergie dans les lieux, dans les pièces. Quand on a des nouveaux bureaux, je fais souvent faire un nettoyage énergétique, des choses comme ça. C'est vrai que, c'est pas le cas dans toutes les entreprises, je pense. Un petit nettoyage à la sauge. Oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place, en tout cas qui sont simples, et puis après, chacun il voit ce qu'il veut ou pas, mais... Moi, je voudrais revenir sur le syndrome de l'imposteur. Et tu as eu la Légion d'honneur il y a c'est en 2021. Oui, c'est ça. Voilà, tu peux nous parler de ce moment et de ce que ça a signifié pour toi. Alors, j'ai reçu la Légion d'honneur à l'été 21 et je l'ai découvert en janvier 21. J'ai découvert le fait que j'avais été nommée un peu par hasard, puisqu'on n'est pas informé à l'avance. En fait, d'un coup, il sort cette publication et on est dans les noms où on n'y est pas. Moi, j'avais un peu oublié qu'on avait rempli un dossier, qu'on m'avait sollicité il y a quelques années auparavant, puis que dans mon équipe, quelqu'un avait rempli un dossier. Et je l'ai vécu vraiment comme une reconnaissance. Sur le moment, comme une surprise. J'ai eu un petit peu ce côté syndrome de l'imposteur, parce que pas mal de gens m'ont dit « Mais t'as eu ça ? Mais pourquoi t'as eu ça ?» Et c'est vrai que dans le pourquoi, je pense qu'ils doivent dire par rapport à quoi ? Par rapport à quelle action ? Parce que tu fais... est-ce que c'est ton entreprise ? Est-ce que c'est des choses que tu fais en associatif ? Et souvent, moi, j'entendais « Mais pourquoi toi ?»
Et là, j'ai compris que, effectivement, il se jouait encore un petit. J'ai un peu un petit envie de lui truc. demander quand même pourquoi. Je te connais bien. Là. Et ouais, non, j'étais très fière. Enfin, je suis très fière. C'est le ministère de l'économie. Ouais. Et je me dis que. C'est une récompense en fait. C'est C'est une récompense du travail accompli. C'est une reconnaissance. Une Une reconnaissance de reconnaissance. la nation, quoi. Mmh. Alors, Mmh. qui paraît un grand terme aujourd'hui, mais ça m'a surtout permis d'organiser une très belle fête, Ouais. d'être avec tous mes proches Ouais. et de pouvoir vivre un moment un peu de grâce, voilà, au moment où tu reçois, où on t'accroche cette médaille. Et bon, c'est un peu ça fait un peu comme à l'école, la remise des médailles, mais j'ai vraiment eu la chance de pouvoir poser un discours très personnel à ce moment-là et pouvoir essayer vraiment de partager le pourquoi je pense être. Si je Être peux me ici-bas, permettre, ouais. Charlotte, tu nous évoquais en préparation que c'était un peu la première fois que tu allais chercher quelque chose, une récompense, une reconnaissance. Oui, j'ai pas toujours bien assumé d'être mise en avant. Hein. J'avais, comme je te disais, j'avais été major de promo dans mon école de commerce et à l'époque, il avait été impossible pour moi d'assister à la remise des diplômes parce que je me sentais pas légitime. J'estimais que j'avais eu de la chance, des facilités, parce que j'avais fait tel ou tel séjour à l'étranger et que c'est peut-être moins mérité que d'autres. Alors finalement, avec le recul, ça l'était totalement. Ouais. Et non, j'ai pas toujours assumé d'être. Moi, j'ai sauté une classe quand j'étais toute petite. Enfin, j'ai fini. Du coup, j'ai toujours été vue un peu comme l'extraterrestre, très jeune, beaucoup plus jeune que les autres. Et j'assumais pas ce côté-là, ce côté un peu. Première de la classe. Un peu première de la classe. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Certainement, je m'accepte beaucoup plus. Je m'aime beaucoup plus. Je pense que j'ai fait un travail sur ça. Et puis on vieillit. Parce que ça aurait pu être là. Non, faut y aller, c'est chiant. La médaille. Ouais, je pense que Charlotte, elle a développé un amour de soi très fort. Plus important. Alors tu vois, en même temps, je te dis ça, et tu vois, c'est très difficile pour moi d'aller. On a un petit pin, quand on a reçu la Légion, une petite rosette, que tu mets sur tous tes vêtements normalement. Là, tu le vois sur ma petite veste en jean, je l'ai pas mis, et je ne le mets jamais. Et parfois, c'est mon chéri qui me dit, t'es allé à tel truc, t'aurais pu mettre quand même ton petit pin. Et j'assume pas trop. T'as une pudeur un peu. Oui, parce que ça me définit pas et que je suis pas très à l'aise avec le côté statut. Tu vois, moi, je suis habillée cool en général tous les jours. Ce que tu disais, cette distance, le rôle, le masque qu'on peut mettre quand on est dans son entreprise. En tout cas, moi, j'ai pas la perception de le mettre. Ça veut pas dire qu'on a la même proximité qu'avec sa famille ou ses amis. Bien sûr qu'il y a, il y a une situation professionnelle qui fait que, mais j'ai vraiment l'impression d'être la même. De pas me contraindre ou de pas mettre des masques dans ma vie professionnelle. Très fort, Donc, j'ai pas envie d'être cataloguée par rapport à un pins que j'ai ou que j'ai pas. Aujourd'hui, pour moi, tout le monde a la même valeur, qu'il ait reçu des récompenses ou pas, qu'il ait entrepris ou pas, qu'il ait des engagements ou pas, voilà. Donc, et pour autant, tu vois, dans son humilité, elle a représenté la France au G20 plusieurs fois. Tu y es allé pour 3 fois, voilà. Du coup, de cette expérience, t'en as tiré quoi ? Écoute, j'en ai tiré déjà beaucoup de rencontres avec des gens inspirants. Ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est de voir beaucoup d'entrepreneurs capables de prendre une semaine de leur temps, parce que malgré tout, le temps, c'est souvent un enjeu pour nous, nous les dirigeants, et puis tout le monde finalement, et donc de prendre ce temps pour aller à l'étranger, pour vraiment réfléchir aux mesures qui pourraient, dans nos pays respectifs, améliorer les choses pour l'entrepreneuriat, faire en sorte de motiver les jeunes plus tôt, plus, de nous faciliter la vie, d'avoir moins de barrières à la croissance par rapport à d'autres pays. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'international, en fait, ces expériences-là, et voir que chaque pays a finalement ses propres règles, ses propres contraintes. C'était des expériences vraiment enrichissantes. Est-ce que tu as un petit tips à donner aux jeunes, aux moins jeunes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui entreprennent. Il y a aussi des seconds souffles, des fins de carrière. Moi, j'ai un peu entendu de se lancer. Mais c'est vrai que quand tu es en début de carrière, tu n'as pas forcément les mêmes contraintes, tu n'as pas peut-être encore de crédit, d'enfants et compagnie. Aujourd'hui, tu entreprends encore. Tu l'as dit avec cette reprise. La donne n'est plus la même. Peut-être que tu entreprendras encore plus tard. J'espère. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui osent pas se lancer, justement, qui sont encore dans un système très classique où ça fait 20 ans qu'ils sont dans une boîte, qui cotisent et compagnie. Tu sais, c'est vraiment
un acte assez Engageant, ouais, comme tu dis, de se lancer dans l'entrepreneuriat jeune. Je trouve ça plus facile, limite, tu vois. Tu sais, En tout cas, tu prends moins de risques. Enfin voilà, facile dans le sens où tu prends moins de risques. C'est pas plus facile parce que tu as moins Voilà. d'expérience, mais tu as moins de contraintes et tu prends moins de risques. Alors on te fait moins confiance et tout, mais arrivé à un certain âge, voilà, 40, 45 ans, même 50 ans, 55 ans, il y en a qui entreprennent tard, mais il y en a aussi plein qui osent pas entreprendre. Et alors qu'ils ont le même état le même constat que tu peux avoir étant jeune. Ben écoute, oui, moi j'ai eu la chance, voilà, que j'étais du coup très jeune, donc je me suis pas posé beaucoup de questions. Et en même temps, je venais d'être maman, donc tu vois, j'aurais pu être un peu dans un schéma de dire, bah non, je vais rester confort encore quelques années, le temps d'avoir mes 2 ou 3 enfants, et puis j'entreprendrai plus tard. Ce que je dirais aujourd'hui, qui pour moi est une chance énorme, donc au-delà, on va dire, des aides que peut nous donner Pôle emploi pour entreprendre, et c'est pas négligeable, franchement, encore une fois, peu de pays ont ça. Exactement. Je dirais que la chance qu'on a, c'est qu'on est dans un monde hyper connecté et donc hyper en réseau, et qu'aujourd'hui il existe des outils magiques. Encore une fois, je n'en bénéficiais pas il y a 20 ans. Vous pouvez contacter n'importe qui quasiment dans le monde avec LinkedIn, avec des outils comme incroyable. Ça, avec les réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, et il existe beaucoup de réseaux aussi. Donc moi, j'ai parlé du CJD, mais il y a Réseau Entreprendre aussi, il y a dans certains secteurs, par exemple, moi je fais partie aussi de la French Tech, donc si on va entreprendre dans la tech, il y a des tas de réseaux, il y a des tas de... tout est connecté, et aujourd'hui, on a moyen de parler presque à n'importe qui. Alors, je ne suis pas n'importe qui sur Terre, mais je pense que j'ai vraiment retenu dans certaines de mes formations, on disait on devient qu'on fréquente. Donc, si on veut devenir un entrepreneur, pour moi, la seule clé, c'est d'aller fréquenter des entrepreneurs. Comment on les fréquente? On va les chercher, on les trouve. On n'est peut-être pas dans ce milieu-là, on est peut-être même très très loin, mais un pas après l'autre, il faut aller créer des rencontres, prendre des conseils, s'entourer. Et là, on va se rassurer et se développer. Et aujourd'hui, pour moi, si j'avais fait un autre choix de carrière, je me dirais, c'est le conseil qu'on peut donner, c'est essaye d'aller rencontrer des gens qui sont déjà ce que tu veux être, et déjà, tu vas voir si ça te plairait, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire, etc. Et aujourd'hui, c'est pas compliqué d'aller rencontrer des personnes. Je veux dire, c'est toujours qu'un petit message. Il y a plein aussi de systèmes de mentoring qui sont hyper forts. Tu fais ça un peu? Je le fais de manière un peu officieuse de temps en temps, mais je fais partie déjà de pas mal d'associations. C'est pour ça. Parce que j'aime bien... je suis curieux, je participe à pas mal de trucs. Mais t'as déjà été sollicité comme ça sur LinkedIn, un peu à la volée sur Oui, alors je dis pas que je dirais oui à tout le monde, parce que mais je l'ai déjà fait. Par exemple, pour quelqu'un qui montait un e-commerce il y a une dizaine d'années, je l'ai revu il y a quelques jours, donc elle m'en parlait. C'est super. Et oui, je l'ai fait sans qu'il y ait le nom de mentor, mais simplement elle m'a dit t'es dans ce secteur, j'ai eu ton nom, on m'a dit que et voilà, comme j'ai été accompagnée par l'IRCE par exemple, qui est Aix-en-Provence quand j'ai créé et puis développé la boîte, eux forcément, de temps en temps, ils donnent mon nom, et puis voilà, mais je dis pas spécialement moi qui peut apporter quelque chose. Oui, d'ailleurs, ils m'ont parlé de toi, parce que j'étais à l'IRCE. C'est vrai. Je fais partie des anciens, et j'aime beaucoup. Moi, je pense que c'est important de rendre ce qu'on a reçu. Moi, j'ai l'impression d'avoir été gâtée en termes d'accompagnement par l'IRCE, par TVT, vraiment d'avoir même je dirais la mairie de Toulon, à un moment qui m'a aidée pour des locaux. J'ai été aidée. Et aujourd'hui, du coup, j'aime bien transmettre et aider à mon tour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement facile d'aller rencontrer des personnes qui sont dans le secteur ou dans le métier qu'on souhaiterait. Ouais, il faut le faire, il faut oser. Tu sais, moi, j'ai un prof en spé, en école de commerce, j'ai fait une spé small business. Et il nous avait dit, mais n'ayez pas peur de parler de votre projet, en fait. Parce qu'au début, tu es tout jeune, tu te dis, t'as l'idée du siècle. Qu'on va te la piquer. Voilà, peut-être pas sur si tu inventes une molécule spécifique, machin, mais en tout cas, sur un business assez classique, il nous disait, mais n'ayez pas peur d'en discuter, de faire des salons. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai créé ma première boîte, c'était des salons. Donc, tu faisais des salons du textile, en l'occurrence. Et il disait, n'ayez pas peur d'aller challenger votre projet, quoi. À n'importe qui, en fait, à des futurs consommateurs, à des professionnels, et là la jeunesse aussi aide, c'est un peu plus désinhibé, tu te dis vas-y, je tente, en fait, j'ai rien à perdre, quoi. Mais, je pense qu'à aucun âge on a quelque chose à perdre à entreprendre, parce que encore une fois, beaucoup de gens se font une idée en se disant c'est quelque chose d'assez inaccessible. Je pense pas. Non, je pense pas. Évidemment, c'est pas planqué. Donc c'est sûr que ça va pas être tranquille et planqué. Mais si on est quelqu'un qui bosse sérieusement, qui a envie et qui a des idées, c'est dommage de pas les mettre au service d'un projet, quoi. Il y a des chances que ça réussisse, quand même. Alors, on a une enveloppe rouge. Il y a le facteur qui est passé. Qui est passé. Super.
Est-ce que tu peux prendre l'enveloppe et nous... C'est une lettre d'amour. Ouais. Non, c'est Dire une ce qui est deuxième Légion écrit. d'honneur. En fait, une c'est bien, mais deux c'est mieux. Alors, je dois lire. Bah, s'il Ouais. te plaît, oui. Si tu réponds sans que tu la lises, ça va être compliqué. Alors, S'il te plaît. chère Charlotte, imagine à ton pot de départ à la retraite, une personne t'approche et t'offre 100 millions d'euros, à la seule condition de les utiliser pour impacter le monde positivement. Qu'en fais-tu? Comment? Pourquoi? Et avec qui? Comment veux-tu que l'on se souvienne de toi? Bon, franchement, j'aimerais bien que ça m'arrive, hein, déjà. Merci les gars. Alors, quand Mais tu moi, dis je les les prends gars, là de suite, quoi. c'est Samir hein, C'est qui Samir, s'engage hein, d'un qui point de vue s'engage, finance. Hein Bah, écoute, j'ai décidé de prendre ma retraite aujourd'hui, Samir. Donc, je En t'invite. fait, il fait partie du collectif qui a fait voter la réforme des retraites. Qu'est-ce que j'en ferai? C'est très simple, mais je pense que ça va être peut-être une vision classique. Mais déjà, moi, je ne me vois pas ne pas travailler dans le sens contribuer économiquement. Donc, je ne prendrai pas les 100 millions pour partir aux Bahamas, Alors, c'est acheter la marqué, plus belle villa, la dans plus la question, grosse. c'est marqué. Hein, déjà, il y a. Oui, Tu peux pas impacter en le faire- monde positivement. Je pense pas qu'une maison aux Bahamas impacte le monde positivement. Mais bon, tant Alors, mieux, c'est pas ton choix. C'est pas mon choix. C'est pas mon choix. Je suis assez loin de tout ce qui est trop grosse consommation. Qu'est-ce que j'en ferais? Moi, j'aimerais bien un jour. Alors, je travaille déjà avec des associations pour des dons. Donc, Berceau Magique a déjà reversé à plusieurs associations. C'est plutôt à destination des femmes et de la petite enfance. Et je sais pas. C'est vrai que c'est un secteur qui me parle et il doit y avoir une raison hein, dans la visible. Mais Ouais. je suis fort en lien avec les sujets de la petite enfance. Et je pense que si j'avais 100 millions, je ferais directement une fondation pour l'enfance, pour la petite enfance. Elle ferait quoi, cette fondation? Écoute, j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais je pense que il y aurait déjà beaucoup de choses à faire sur intervenir le plus tôt possible dans les écoles pour donner aux enfants la confiance en eux et l'amour d'eux-mêmes. Alors, je te fais à chaud. Hein. Ah non, mais c'est très bien. Vas-y. Comment j'irais? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les failles qu'on a ou les difficultés qu'on a en tant qu'adulte, on se les traîne depuis longtemps. Ouais. Et que c'est dommage d'arriver chez le psy à 40 ans, après un divorce, pour se rendre compte que finalement, telle et telle peur ou croyance, tu l'as créée à tel et tel âge parce que tu as vécu ça, parce que tes parents ont vécu ça, parce que tes arrière-grands-parents ont vécu ça et que tu ne le sais même pas, mais ça a impacté ta vie. Et du coup, moi, j'investirais beaucoup sur des accompagnements pour les enfants et aussi pour les parents, pour qu'on puisse être dans quelque chose de plus bienveillant, de plus positif. Alors, je ne parle pas d'éducation positive, pas de limite pour les enfants, on ne suit plus rien, mais... Connaissance de soi. Si c'était possible alors, je ne dis pas de réformer le système éducatif, hein, parce que Tu peux le dire. Ouais, tu peux le dire. avec tu peux 100 le dire. millions d'euros, j'ai pas assez. Là. On est sur un. Mais Tu peux essayer. j'interviendrai pour que le plus tôt possible, on puisse donner aux enfants la chance d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à savoir qui ils sont, leurs préférences, leurs compétences, leurs talents, pour qu'il n'y ait pas de fausses routes et que chacun puisse essayer de se développer le mieux possible dans le bon métier qui va lui convenir, dans le bon environnement, qu'ils puissent traiter leurs petites difficultés, s'ils en ont eu déjà dans leur petite vie, ou se préparer à les affronter. Oui, je ferai quelque chose autour de ça, pour que ces personnes, pour que chacun finalement ait la chance de souffrir moins, d'être plus vite heureux. Bon, je te fais ça en direct. Hein, C'était magnifique. Mais ouais, je pense que ça se joue là. Et plus on intervient tôt, et plus c'est facile en fait. Bien Parce sûr. qu'un enfant, c'est de la pâte à modeler. Ils comprennent très vite, ils apprennent très vite à travailler en groupe, à parler en public, à être tolérant. Si on leur apprend tout petit, et au lieu de ça, nous, on leur apprend beaucoup d'informations inutiles. Ouais. Et la compétition. Et voilà, il y aurait d'autres choses à leur apprendre. Ouais. C'est assez redondant. Hein, on a déjà entendu ça quelque Je part. pense qu'il y a quelque chose à Oups. faire avec Malik. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a déjà eu ce sujet, sans l'amener en plus, pour le coup. C'est vraiment pareil, question. Quand tu as des enfants, tu vois bien les limites d'un système qui, il est ce qu'il est. Hein, chacun fait de son mieux dans ce système. Mais aujourd'hui, le monde actuel, il nécessite avant tout des compétences humaines et d'interaction sociale
plus que des connaissances De empilées. savoir. Ouais. Et il n'y a pas eu de réforme, et du coup, ça met tout le monde dans des grandes difficultés. Oui. Les parents, comme les enfants, comme les enseignants d'ailleurs, Oui. comme les accompagnants. Et bon, il y aurait vraiment quelque chose à reprendre à la base, quoi. Vaste programme. C'est très inspirant. Merci. Merci. Merci Charlotte pour ta franchise, ton authenticité, ta disponibilité aussi. C'est pas Ouais. évident de lâcher du temps comme Mm. ça pour une femme très prise comme toi. Donc pour tout ça, un grand merci. Et puis on sait jamais, on se retrouvera peut-être bientôt. Quand j'aurai ma fondation, Quand tu auras ta fondation. je reviendrai. Ouais. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, Merci, Charlotte. Merci. À Merci, bientôt Paul. Eric. Merci. Ciao. Salut Samir. On te fait un Je- chèque je de 100 prends. On 000. te fait un chèque. C'est pas du liquide? Alors on est sur Non. du hors taxe par contre. Ah. Parce que, ouais. Ouais. Bah oui, c'est mieux. Eh oui, c'est mieux. C'est non des euros par contre, tu m'as bien dit. 100 C'est millions. des euros. Ouais. Alors au début on était sur du rouble polonais. Ah, Mais on s'est rendu compte qu'il y avait moins d'impact. Bon, après, c'est un choix. sympa. Qui c'est qui fait le clap de fin? Charlotte. Charlotte, c'est ma petite fille. Hein. Ma fille s'appelle Charlotte. Ah, c'est Quand je viens de te dire Charlotte, comme ça, j'ai eu l'impression d'appeler ma fille. Charlotte, c'est le plus beau prénom. arrête du de monde, mettre tu tes doigts sais dans ça. les prises. Le clap de la fin, non, bah écoute, bravo pour votre initiative et surtout pour votre énergie, avoir envie que le monde devienne meilleur. Alors cette initiative en est, j'ai l'impression, C'est le but. C'est le but. une partie de ce qu'on peut commencer à voir, mais voilà, c'est beau de voir votre engagement et à quel point voilà, ça vous porte tout ça. Bravo. Merci. Merci. Eh ben, c'est passé vite, hein. C'est passé vite. Finalement, on s'habitue à s'entendre parler. C'est bien. Moi, j'aime